On va faire un tour de table ou de scène, de façon à ce que chacun éclaire ce sujet, mais vraiment on est au cœur, à travers votre intervention, de toutes ces fragilités cumulées qu'on observe dans la maladie. Les chiffres de l'OMS font apparaître que 150 millions de personnes aujourd'hui dans le monde sont en situation d'infra-humanité du fait de la maladie. Du fait de la maladie, je ne parle pas du contexte économique. Et deuxième point que je reconnais aussi dans ce que vous avez dit, c'est pour qu'il y ait dépendance et acceptation d'une dépendance, ou dépendance acceptable, il faut qu'il y ait aussi confiance. Et la vraie question aujourd'hui, c'est la déroute de malades et de familles qui se trouvent dans des situations d'errance, quelles que soient les filières ou l'investissement qu'on a en matière de santé publique en France, il y a des zones d'ombre, et c'est ces questions en tous les cas qui sont posées lorsque vous rentrez dans une maladie, et vous l'avez dit aussi, qui affecte vos capacités décisionnelles, et dans une société comme la nôtre, notre identité, notre personnalité, bref, c'est tous ces éléments qui se cumulent et qui font apparaître d'ailleurs bien des réalités spécifiques à la maladie d'Alzheimer dans l'enquête qu'on a présentée. Mais encore une fois, ce qui nous fascine de la maladie d'Alzheimer, c'est son côté aussi paradigmatique. Ça éclaire beaucoup d'autres champs, même des réalités de la société en général. Alors Bernadette Pugialan, elle vous a écouté avec beaucoup d'attention parce que la dépendance, c'est vraiment son sujet, avec un côté d'ailleurs, vous allez voir, un peu iconoclaste dans ses approches. Alors moi je vais l'aborder en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire sous l'angle culturel, et j'ai travaillé effectivement depuis de nombreuses années sur les questions de dépendance, je vous rejoins tout à fait, je vous ai écouté avec grand plaisir, mais je l'ai plutôt travaillé moi, sous l'angle aussi de la vieillesse. Donc je vais axer mon propos vraiment sur dépendance, vulnérabilité, mais aussi sur la perception culturelle de la vieillesse sous cet angle-là. Donc c'est un peu limitatif. Donc je dirais que si vieillir est une loi de la nature, toutes les cultures proposent une interprétation de l'avancée en âge. Il y a quelque chose qui est construit, donc quelque chose que l'on peut interroger. Alors nos sociétés occidentales voient la vie comme une montée suivie d'un plateau, suivie d'un déclin, quand d'autres, on peut penser à certaines communautés africaines, la voient comme une succession de paliers ascensionnels et font du vieux, donc, celui qui a franchi tous les degrés, et font du vieux, celui qui est au sommet, et en font l'homme accompli. Ainsi, d'un vieillard qui devient sourd, ils diront « il est tellement grand que notre parole n'arrive plus jusqu'à lui ». Donc au déficit biologique, ces sociétés offrent une compensation sociale. Je suis à la limite de la caricature, mais bon, peu de temps. Parce que je voudrais dire qu'il ne faut pas idéaliser, par exemple, il ne faut pas idéaliser l'Afrique. Il n'y a pas de lien entre la représentation qu'une société a d'un des âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. Nous nous valorisons par exemple la jeunesse, mais nous faisons des conditions de vie dures à nos jeunes. Alors que alors que économiquement nous n'avons jamais autant fait pour la vieillesse, mais nous avons une vision négative de l'avancée en âge. Donc moi, mon propos, je vais vraiment essayer de souligner de multiples paradoxes, et celui-ci me paraît un paradoxe essentiel à comprendre. Donc certaines sociétés traditionnelles qui ont une vision positive de l'avancée en âge n'ont pas actuellement les moyens économiques de soutenir leurs vieux. Je continue à penser qu'il vaut peut-être mieux vieillir dans la banlieue parisienne que dans la banlieue de Nairobi ou de Dakar, dans ces conditions-là, si on n'a pas un soutien familial conséquent. Donc voilà, c'est un premier paradoxe, il n'y a pas de lien entre la représentation qu'une société a dans les âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. Autre élément aussi qu'on peut qualifier, c'est que nous vivons dans une société où on nous prône le bien vieillir, mais où bien vieillir, en fait, c'est ne pas vieillir. Voilà. Et il y a aussi un paradoxe, pour pouvoir sans cesse s'adapter, tout changer, tout rejouer, rester jeune, etc., il y a une chose qui ne doit pas bouger, c'est le corps, qui lui doit rester jeune, apte, dynamique. Or, c'est impossible. L'homme est inscrit dans le temps, l'homme est un irréversible incarné, comme le dit Yankelevitch, un philosophe que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est un autre paradoxe. Pendant longtemps, un autre point qui est nouveau aussi dans notre société, il me semble, le marqueur biologique de l'âge, la fatigue du corps, s'est trouvé en harmonie avec son marqueur sociologique, la retraite. Aujourd'hui, il y a une désynchronisation des âges. Alors que là, je dirais qu'on est socialement vieux de plus en plus jeune. Par exemple, si on perd son travail à 50 ans, etc., on est socialement vieux de plus en plus jeune, on est des jeunes seniors, voilà, alors qu'on est biologiquement vieux de plus en plus tard. Il y a vraiment aussi une rupture, la limite sociologique a avancé, alors que la limite biologique a reculé. Et ça aussi, bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faudrait regarder longuement ce que ça implique sur la définition des rôles de chaque âge dans la société.
Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement la dépendance et la maladie d'Alzheimer, on pourrait dire que dans nos sociétés, ces vieux-là recueillent tous les moins qu'on a réussi à extraire des autres âges, moins rapides, moins performants, etc. Et plus spécifiquement pour la maladie d'Alzheimer, il y a une symbolique qui me paraît particulière, et je rejoins cet aspect paradigmatique, c'est que traditionnellement, les vieux sont perçus dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, comme les notables de la mémoire, si je reprends le terme du sociologue Maurice Holmax. Or, la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire. Et dans ce sens-là aussi, ça me paraît intéressant. Si je reprends l'historien Pierre Nora, puisqu'il dit que nous avons basculé d'une société de mémoire à une société d'histoire, ce qui valait hier ne vaut plus aujourd'hui et nous ne savons pas ce qui vaudra demain. Donc ça amène une survalorisation du présent. Et c'est frappant pour moi que l'on n'ait jamais autant parlé de cette maladie de la mémoire dans une société effectivement qui est en train de basculer d'une société de mémoire à une société d'histoire. Je trouve que c'est anthropologiquement très intéressant. Donc je crois que tout cela développe en particulier une peur. Il y a eu un travail de la Fondation Roma en 2009 sur une géographie des angoisses. Qui a été fait, c'est un sondage qui a eu lieu dans une dizaine de villes dans le monde, Tokyo, Pékin, Sao Paulo, etc. Par exemple, à Tokyo, la principale peur des gens, c'était les catastrophes naturelles, alors qu'à Paris, les trois principales peurs pouvaient être reliées à la vieillesse. Oui, c'était en 2009, mais enfin, c'était oui. Les trois, c'était à Paris, c'était 1, perdre des êtres chers, 2, perdre ses facultés intellectuelles, 3, perdre son autonomie suite à une maladie, suite à un accident. Et ça me paraît très symptomatique actuellement qu'on puisse avoir effectivement cette peur-là. Alors, on peut voir aussi comment un individu appréhende ces questions, et je citerai le prix Nobel de médecine François Jacob à propos de cette peur, qui dit dans ses mémoires « Ce qu'on ne peut pas oublier, c'est la peur d'avoir peur. L'impuissance à éviter l'impotence, et aussi la terreur d'être dominé comme un enfant, de se faire manipuler. » Je retourne la feuille. La hantise de devenir autre que ce qu'on est, de penser différemment, et même de ne plus penser du tout. Et puis le cauchemar d'avoir à subir, d'être agi sans pouvoir réagir, ni s'expliquer, ni même demander. Bref, le spectre du végétal. Autrement dit, le fait de devenir un objet de soin, non seulement pour effectuer les actes de la vie quotidienne, mais pour décider à votre place de ce qui est bien pour vous, pour l'autonomie. Alors, pour affiner cette approche, je vous propose de poser une division classique, dividende, diviseur, produit et reste. Donc, vous mettez la société, et comme premier diviseur, vous posez le rester jeune. Vous obtiendrez, comme produit, les seniors, les jeunes vieux, auxquels on propose de rester jeune. Vous serez inséré si vous restez jeune. Mais dans votre division, donc à ce moment-là, vous allez avoir un reste, ce qu'on appelait autrefois le 4e âge, aujourd'hui qu'on va appeler les vieillards dépendants, ceux qui échouent à rester dans l'âge d'or pour entrer dans le grand âge, où là, tout devient négatif. Ceux qui, comme le disait la journaliste Christiane Grolier, ça fait déjà un certain temps, ceux qui ne vont plus au Baléares en jean, mais qui vont à Lourdes en charentaise. Voilà, très symbolique, comme une coupure. Alors, on va dire à ces vieux, on trouve ça dans les textes de la politique sociale vieillesse, je n'ai pas le temps de développer, mais je l'ai longuement analysé, on va dire à ces vieux qu'ils doivent devenir sages, et ça sera notre second diviseur. On va proposer une logique de compensation inscrite dans une dynamique d'acquisition. Et vous obtiendrez les vieux sages, mais vous aurez un reste, ce sera le vieux fou, le roi Lear pour moi. Celui qu'effectivement on va qualifier de dépendant, etc. Vous serez inséré ici. Donc dans les deux cas, effectivement, avec nos discours, on les trouve vraiment dans les rapports de la politique sociale vieillesse, le rapport Larocque, le rapport Lyon, c'est ces deux rapports auxquels je fais référence ici. Et bien à ce moment-là, vous voyez qu'on a une acquisition, on rejoint ce que vous disiez sur la dépendance, c'est-à-dire que vous continuez à faire partie de la société, mais au conditionnel. Si vous restez jeune, si vous devenez sage. Donc c'est la même loi d'une progression continue qui déclasse et sanctionne tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, décroissent. Donc très logiquement, l'intégration à partir de l'identique ou du positif produit un reste qui n'est porteur d'aucune des valeurs proposées, reste qu'il ne reste plus qu'à traiter. Voilà. L'agisme trouve naturellement à s'exercer contre ces vieux fous, ces rois libres, qui n'ont pas su devenir jeunes, rester jeunes ou devenir sages. Donc ça amène à résoudre la question au prix d'un arsenal fort coûteux, où on raisonne en termes de prise en charge et de coûts économiques, et c'est littéralement pour moi une opération diabolique, au sens de séparation, de division.
Donc pour ce reste, il ne s'agit plus de savoir comment ils sont partie prenante de la société, il s'agit seulement de savoir comment on va résoudre le problème de la prise en charge. Donc quand dans une société la vieillesse se décline seulement en termes de perte et de manque à combler, elle devient une maladie sociale, la dépendance, là c'est la maladie, et implique la mise sur pied d'actions spécifiques à partir d'outils d'évaluation. Les gestionnaires décident des aides attribuées, des moyens à mettre en œuvre. La logique se déroule imperturbablement et conduit à la question du coût, ce qui renforce l'image écrasante du fardeau économique. Les conséquences sur les pratiques, c'est le risque de la technicisation et de la déshumanisation. J'aime beaucoup cette phrase de Jacques Attali qui disait « Ce que le pouvoir ne comprend pas, il le mesure ». Nous faisons actuellement de la gestion des corps usés. Combien avons-nous de corps usés? Jusqu'où sont-ils usés? Que doit-on faire? Combien cela va-t-il coûter? Donc, à défaut de savoir intégrer dans notre société la dimension de l'avancée en âge, on la gère. Et donc, on va déléguer auprès des vieux des professionnels spécialisés en leur disant « réussissez là où nous nous échouons ». Voilà. Donc, nous vous confions nos vieux, empêchez-les de mourir. Et je cite un docteur, un gériatre, le docteur Lee, qui dans les années 70, j'ai beaucoup appris de lui, disait « Pourquoi faut-il que par une tragique méprise, on confie à des techniciens entraînés, équipés et pressés des vies écoulées et des cœurs avides de temps accordé ?» Voilà. Alors, je voudrais essayer d'avoir une ouverture. J'ai encore le temps, oui. Voilà, une ouverture sur la réciprocité. Alors, en tant qu'anthropologue, vous avez cité Durkheim, moi c'est Marcel Mauss, le modèle maussien de la réciprocité. Et thème de la réciprocité qui est actuellement réactualisé dans le livre de Rosan Vallon, La société des égaux, où il prône effectivement, pour travailler sur cette société des égaux, la notion de singularité, de réciprocité. Il dit nous sommes tous réciproques, et aussi la communalité, c'est-à-dire le vivre ensemble. Moi, je vais reprendre ici la réciprocité, ou comment passer du diabolique au symbolique, c'est-à-dire à une vision qui permet l'échange au lieu de l'exclusion. Donc la question, si on voit bien ce que ces vieux qualifiés de dépendants reçoivent, des aides, etc. Mais la question, c'est, dans la vision maussienne du donner, recevoir, rendre, du don et du contre-don, qu'ont-ils à rendre? Quelle est leur réciprocité? Qu'est-ce qu'ils donnent à la société? Alors déjà, redonner une place à cette vieillesse passe par la nécessaire acceptation de la différence des âges, puisque c'est l'affirmation première de la différence qui permet la circulation et l'échange. Mais pas n'importe quelle différence. Pas celle du corps vieux aidé par le corps jeune. Pas celle, voilà, la différence à prendre en compte, c'est l'expérience des différents temps de la vie. Et je reviens au roi Lear, qui, lorsqu'il se retrouve dépouillé sur la lande, s'exclame, chassé par ses filles, etc., s'exclame « L'homme n'est-il que cela ?» Dans une société de l'immédiateté, les vieux nous réinscrivent dans le temps, nous rappellent que toute vie est devenir, et c'est celui qui est à la limite extrême de la vie qui donne non pas le sens, ça pourrait être éventuellement le vieux sage, mais le vieux fou, selon moi, donne plus que le vieux sage, parce que si le vieux sage peut donner le sens, le vieux fou donne la question du sens. L'homme n'est-il que cela? Et qu'est-ce qui nous humanise, sinon cette question? Donc le nombre croissant de vieux oblige notre société à se recentrer en ce point crucial où la mort provoque la vie, c'est-à-dire à la faire quitter le lieu mythique d'une vie absolue, sans limite, close sur elle-même, et par là stérile. Donc pour moi, ces personnes, que l'on qualifie de dépendantes de vulnérables, sont peut-être celles qui sont porteuses de la question donc, du sens, donc de la question de l'être. Ce qui s'échange entre les individus à ce moment-là, je crois que c'est profondément de l'être. Je vous remercie.